France Info. Vous connaissez le scandale de la dépakine, ce médicament prescrit à des femmes épileptiques, mais qui présente des risques importants de malformation pour les enfants qui sont exposés dans le ventre de leur mère. On apprend aujourd'hui que d'autres antiépileptiques présentent des risques similaires, des risques qui sont connus. Et pour la première fois, l'Agence du médicament a publié une étude qui classe ces produits selon leur dangerosité. Le docteur Philippe Vella est le directeur des médicaments utilisés en neurologie au sein de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ce rapport, en fait, il permet de classer ces antiépileptiques. Le valproate, dépakine, reste l'antiépileptique qui présente le niveau de risque de malformation le plus élevé, multiplié par 5 par rapport à la population des femmes non traitées. Il y a d'autres antiépileptiques, comme par exemple le topiramate, le phénobarbital, la phénitoïne, la carbamazépine, qui ont un risque de malformation élevé, puisqu'il est multiplié par 3. Et à côté, d'autres antiépileptiques présentent un risque qui est suspecté, qui n'est pas confirmé. Et pour d'autres, le risque n'est pas mis en évidence, mais il faut aussi rester prudent pour voir si ce risque est étayé à l'avenir ou pas. Il est vrai que certaines patientes peuvent ne plus lire la notice qui est dans les boîtes de ces médicaments parce qu'elles le prennent depuis des années. C'est un des objectifs des conclusions de ce rapport. Nous allons mettre en place un groupe de travail qui va auditionner les associations de patients et les sociétés savantes pour que cette information soit mieux perçue, aussi bien par les patientes que par les professionnels de santé. Le docteur Philippe Vella de l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament. Bonjour Marine Martin. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez été la lanceuse d'alerte sur les dangers de la dépakine. Vous présidez l'association APESAC et vous êtes vous-même maman de 2 enfants handicapés parce qu'on vous a prescrit de la dépakine alors que vous étiez enceinte, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Mais très tôt, j'ai compris que ces médicaments, s'ils tapaient sur le cerveau, entre guillemets, de la mère pour calmer l'épilepsie et les décharges électriques, il avait forcément une influence sur le cerveau du bébé en développement dans le ventre de sa mère. Donc pour moi, c'était une évidence depuis le début, depuis la création de l'association, qu'il fallait que je m'occupe bien sûr de la dépakine, mais aussi des autres antiépileptiques. Et alors ensuite, est-ce que ça a été compliqué de lancer cette alerte ? Est-ce que c'est un combat que vous avez dû mener ? Très très compliqué parce que effectivement la dépakine c'était le plus donné, donc en fait j'avais du mal à trouver des témoignages de familles qui avaient pris un autre antiépileptique. Elles étaient moins nombreuses, on m'écoutait moins et puis surtout il fallait absolument qu'il y ait des études qui viennent étayer sur la dépakine. C'était très documenté. Sur les autres, comme ils étaient moins donnés, on avait peu finalement d'informations. Donc aujourd'hui je suis ravie que la NSM sorte cette étude. Bon, on travaille depuis plusieurs années avec eux. Ouais. Et voilà. Et c'est en comparant effectivement la dépakine et les autres antiépileptiques qu'on s'est aperçu qu'effectivement il y avait aussi beaucoup d'enfants qui souffraient de troubles ou de malformations suite à l'exposition à d'autres antiépileptiques tels que, comme il l'a cité, le Tegretol, le Diidan, le Gardénal, voilà, tous ces vieux médicaments, ces vieilles antiépileptiques qu'on connaît depuis très longtemps. Oui, quand on vous a prescrit de la dépakine, personne ne vous a mis en garde, on ne nous a pas dit qu'il y avait un risque, sinon vous ne l'auriez pas pris, ce produit, évidemment. Non, à aucun moment j'ai été informée des dangers de ces médicaments. En fait, c'est un petit peu par hasard parce que mon fils est né avec une malformation génitale et qu'on avait parlé des pesticides qui provoquaient des malformations, que là, j'ai commencé à penser au fait que moi j'avais pris un médicament. Mais c'est vraiment en tapant dans Google médicaments dangereux pour la grossesse que je découvre la toxicité de la dépakine en 2009 et que après derrière je décide de lancer l'alerte et de créer l'association et d'être aidée par d'autres témoignages pour étayer mes affirmations. Est-ce que votre cas est passé en justice ? Est-ce qu'il a été reconnu ? Alors oui, j'ai fait des procédures au civil et le lien de causalité entre l'exposition à la dépakine et les préjudices de mes enfants a été établi. On a attaqué aussi au tribunal administratif dans lequel, pareil, les mêmes conclusions ont été faites, c'est-à-dire que c'est bien la dépakine qui a causé les troubles neurocomportementaux tels que l'autisme et les malformations chez mes enfants. Et ensuite, la question des indemnisations, par exemple ? C'est long, ça fait une dizaine d'années que je suis en procédure. À l'ONIAM, ça se passe très mal. Les victimes sont globalement, on attend bien sûr les
les premières indemnisations. À ce jour, ça fait 2 ans que le dispositif est en place et aucune victime n'a été indemnisée. Les indemnisations, les premières partielles d'indemnisation commencent à être faibles. Moi, je me pose des questions sur ce système d'indemnisation qui ne fonctionne pas bien. J'ai été aidée par une députée, Madame Louvagie. On a pointé une insincérité du budget parce qu'effectivement 17 millions d'euros, ça n'est pas suffisant. Et surtout, le laboratoire ne veut pas payer. Donc pour l'instant, c'est l'État, ça reste à la charge de l'État et ça, c'est absolument scandaleux. Alors que le laboratoire Sanofi a été condamné dans une procédure au civil en 2017. Oui, combien de femmes attendent, comme vous, d'obtenir des indemnisations ? Alors aujourd'hui, on sait que potentiellement sur la Dépakine, il y a 35 000 victimes. On pense qu'il y a à peu près 14 000 victimes qui vont avoir le courage, la force de récupérer tous les éléments qui sont nécessaires pour demander une indemnisation. Donc potentiellement, si on se fie à la décision de justice de la Cour d'Orléans qui a versé 3 millions d'euros à la petite Camille, on se dit que c'est des milliards d'euros qui sont en jeu. Donc forcément, il faut absolument que le laboratoire participe à cette indemnisation et accepte sa responsabilité dans le dossier. Et vous avez donc le sentiment que le laboratoire fait tout pour échapper à cette responsabilité ? Alors, c'est pas qu'un sentiment, puisqu'ils l'ont déclaré dans la presse en janvier dernier. C'est une certitude. Aujourd'hui, ils disent, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'agence de santé. Je suis désolée, c'est le producteur qui est responsable de son produit. Effectivement, l'agence est défaillante. Effectivement, elle n'a pas réagi suffisamment vite. Elle a une responsabilité qui était d'ores et déjà établie dans certains dossiers. Mais le principal responsable, c'est quand même le laboratoire. C'est lui qui fabrique le produit, c'est lui qui donne l'information. Oui. Les femmes qui aujourd'hui auraient des soupçons mais pas de certitude sur des situations similaires, vous leur conseillez quoi ? De prendre contact avec l'association APESAC parce qu'en fait, on s'aperçoit que sur les autres antiépileptiques, oui, il y a d'importantes malformations, oui, il y a des troubles neurocomportementaux. Et puis surtout, on vient de mettre en place avec l'ANSM un portail de déclaration de pharmacovigilance. Il faut qu'elles déclarent leurs effets secondaires et leur grossesse sur le portail de déclaration de pharmacovigilance parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra dénombrer, qu'on pourra chiffrer le nombre de victimes exactes et derrière mettre en place et la prise en charge et l'indemnisation et des fonds d'indemnisation si nécessaire pour les autres antiépileptiques. Merci beaucoup Marine Martin, lanceuse d'alerte sur ce scandale de la Dépakine et présidente de l'association APESAC, invitée du 12-14 de France Info.